Troisième capsule business de la chaîne, je voudrais vous partager mon retour d'expérience sur le fait de créer une holding par personne, par associé, quand on crée son entreprise. Si vous créez votre entreprise à plusieurs, quel est l'intérêt de créer une holding par personne qui, elles-mêmes, vont détenir les parts sociales de la société d'exploitation? Il y a 10 ans, j'ai créé une société. Je l'ai créée avec 2 associés. Au début, on avait investi dans cette société en direct, donc on était propriétaire de cette société en direct. Puis 1 an après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé chacun notre holding, et c'était la holding qui détenait les parts sociales. Et bien, je peux vous dire que ça nous a évité, à mon avis, on le saura jamais puisqu'on l'a fait assez tôt, ça nous a évité quelques embrouilles. Au sommaire de cette vidéo, je voudrais donc réexpliquer quel va être l'intérêt de la création d'une holding par personne. Donc, qu'est-ce qu'une holding? On va prendre 2 scénarios. Le scénario où vous créez votre entreprise et vous ne créez pas de holding, qu'est-ce qui va se passer au quotidien? Comment vont réagir et quelle animosité et quelle discussion ça va pouvoir créer. Deuxième scénario, exactement le même, mais si vous créez cette fois-ci une holding par personne. On parlera pas trop des avantages fiscaux de la holding, je réserve ça aux avocats fiscalistes, on l'abordera rapidement à la fin, notamment en cas de revente des parts sociales, c'est ce qui m'est arrivé il y a 1 an et j'étais bien content d'avoir la holding, j'en parlerai rapidement. On verra un petit peu aussi les inconvénients de la holding, parce qu'il y en aura. Le fait de créer une holding, ça va vous créer des inconvénients fatalement. Et vous pourrez mesurer est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, et à la fin je vous parlerai de mon propre retour d'expérience dans cette société dont j'ai parlé et dont je vous parle sur cette chaîne, parce que c'est mon retour d'expérience de mon aventure entrepreneuriale, et donc je vous partage mon retour d'expérience. Première chose, c'est quoi une holding? Je pense qu'on sait toutes et tous à peu près à quoi ça sert. En gros, une holding c'est quoi? C'est que vous avez une société, et vous allez mettre une autre société au-dessus qui elle-même va détenir les parts sociales de la société. Donc vous avez la société d'exploitation, on appelle ça, c'est la société qui va travailler, c'est la société qui va vendre des produits, c'est la société qui va vendre des services. C'est là souvent où vous aurez vos salariés, si vous avez des salariés. C'est la société commerciale, si vous voulez. Et après, vous pouvez faire un régime mère-fille, donc bon, on va pas aborder les termes techniques, mais en gros, vous pouvez très bien mettre des sociétés au-dessus qui détiennent elles-mêmes les parts sociales de la société commerciale. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, c'est quel va être l'intérêt de créer pour chaque associé une holding qui va détenir proportionnellement les parts sociales de la société d'exploitation. Je me crée une holding que je détiens à 100%, cette même holding détient 50% ensuite de la société commerciale. Mon associé à côté de moi, Dupont, crée lui-même une holding qu'il détient à 100%, et cette même holding détient 50% des parts de la société fille de la société commerciale. À quoi ça va pouvoir servir au quotidien? Vous allez voir. Premier cas de figure, vous n'avez pas de holding. Je suis Baptiste, j'ai Dupont à côté. On crée la société directement en nom propre. La société marche bien, on embauche des salariés, on commence à pouvoir se payer et à pouvoir engager des dépenses sur la société. Premier cas de figure, j'ai pas besoin d'un gros salaire. Imaginons, ma compagne gagne bien sa vie, j'ai pas besoin de me verser un gros salaire, donc je sais pas, je vais prendre 2000 €, on va dire. Mon associé, lui, par contre, pour X ou Y raison, son compagnon ou sa compagne n'a pas un gros salaire et il va devoir, lui, de son côté, se verser un gros montant tous les mois. Ok. Comment on va calculer la différence entre les 2 salaires? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que moi, de mon côté, je crée une poche dans l'entreprise pour ce que je n'ai pas touché par rapport à ce que lui va toucher? Est-ce que je suis obligé de subir le même salaire que lui, et donc d'avoir des charges sociales que je vais payer dessus, bien entendu, hein, tout ce qu'on se verse, on paye des charges sociales, et ce serait dommage si on n'en a pas besoin de se verser quelque chose dont on n'a pas besoin parce qu'on passe par la case charges sociales. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que dans l'entreprise, on tient un fichier Excel qui dit bah, ce mois-ci, il y a eu cet écart-là que tu auras le droit de te verser plus tard, peut-être que les charges vont changer au fur et à mesure, que la fiscalité sera pas la même, comment on calcule ça? Ça, c'est la version simple, entre guillemets. Deuxième version, mon associé veut plutôt toucher des dividendes, puisqu'il détient des actions comme moi, hein, d'ailleurs, mais moi, je veux pas toucher de dividendes parce que bah, j'en ai pas besoin, ou je préfère me le verser en salaire. Comment on calcule la différence? Il a besoin d'une voiture parce qu'il travaille, il est commercial, et il se déplace beaucoup, mais il va utiliser cette même voiture, donc on va lui prendre une voiture sur l'entreprise, mais il va utiliser cette même voiture à titre perso pour tous les jours. Comment on calcule ça? Il y a des avantages en nature, il va devoir payer ça. Tout ça pour vous dire que ça va potentiellement pouvoir créer des discussions malsaines au quotidien entre les associés. Au début, on n'y pense pas. Tout est beau, tout est rose, on se lance, on tabasse, on fonce droit devant, on pense pas à ces sujets-là, oui mais on s'en fout, on trouvera bien des solutions. Ok. Quand il commence à y avoir de l'argent, les discussions changent naturellement.
Et on pourrait se dire, non, ça va pas nous arriver, on est différents. Vous verrez, alors vous ferez peut-être pas l'erreur, puisque après avoir vu cette vidéo, peut-être que vous créerez chacun votre holding, mais ça va forcément se créer des discussions auxquelles vous n'avez pas envie, les discussions que vous n'avez pas envie d'avoir parce que vous avez autre chose à penser. Vous préférez que ce soit sain et que ce soit limpide. Même situation, exactement les mêmes exemples si vous avez créé chacun votre holding. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous les mois, la société commerciale va donner le même montant aux deux holdings. Vous choisissez un montant, vous dites, la société donne 5 000 à la holding de Baptiste, 5 000 à la holding de Dupont. Et après, l'argent est dans votre holding, vous faites ce que vous voulez avec. Si moi j'en ai pas besoin en tant que salaire, je ne me verse pas de salaire, je place cet argent-là quelque part sur un compte à terme à 3 ou 4% pour qu'il travaille. Ou alors je réinvestis dans d'autres sociétés, ou j'investis dans l'immobilier, peu importe. Mon associé a besoin, lui, d'un salaire, il va se verser l'intégralité du salaire. Et je vais avoir aucun regard là-dessus, c'est sa holding. La seule chose qui va nous permettre d'avoir l'équité, c'est le montant qu'on remonte dans la holding tous les mois. Alors faites attention, parce que pour justifier les flux entre les deux sociétés, il y a des choses à mettre en place, des conventions de prestation, conventions d'animation, des conventions de trésor, bref, votre avocat fiscaliste pourra vous accompagner là-dessus. Moi, je vous donne mon retour terrain de la facilité que ça apporte d'avoir ces deux holdings-là, parce que vous vous prenez pas la tête, vous remontez le même montant, chacun fait ce qu'il veut avec. Il se prend une voiture parce qu'il a besoin de travailler, vous remontez un peu plus d'argent pour la part de la voiture qui va bénéficier à l'activité de l'entreprise, vous remontez le même montant des deux côtés, moi je remonte 500 € de plus pour la voiture, mais je l'utilise pas parce que j'ai pas besoin de voiture. Pas de problème. Et après, il peut faire ce qu'il veut derrière. Il peut justifier de frais de déplacement, de son côté, pour refacturer derrière à la société d'exploitation. Moi, je refacturerai pas de frais de déplacement. Donc on trouve un barème derrière entre nous qui fait que si lui se déplace avec la voiture dans le cadre de son travail et pas dans le cadre de sa vie privée, il peut refacturer. En fait, ça simplifie les relations entre associés. Même si vous vous entendez super bien au quotidien, ça va vous éviter des discussions compliquées. Et en fait, vous allez vous prémunir d'éventuelles embrouilles. Et en fait, c'est vraiment ça, une bonne entente entre associés, c'est de pouvoir baliser à l'avance ce qui pourrait générer des discussions un petit peu compliquées et de s'en prémunir à l'avance, de pas attendre que ces discussions aient lieu pour les traiter, mais de se dire on va mettre les choses en place avant, et comme ça on sera tranquille, on se posera plus la question. Si vous décidez d'augmenter le montant que vous reversez, vous augmentez le montant que vous reversez proportionnellement derrière, et le même pour tout le monde. Vous passez à 8 000, après chacun fait ce qu'il veut avec ses 8 000. Vous passez à 10 000, chacun fait ce qu'il veut avec ses 10 000. Un il se verse en salaire, d'autres ils se versent en dividende, vous faites comme vous voulez. Donc ça c'est vraiment pratique, et je vous donne mon retour d'expérience. Honnêtement, ça nous aurait évité, enfin ça nous a évité d'ailleurs, parce qu'on l'a fait suffisamment tôt pour que ça n'ait pas lieu, ça nous a évité vraiment pas mal d'embrouilles au quotidien. Il y a des inconvénients, malheureusement, c'est que vous allez devoir avoir des frais de création, non plus d'une seule société, mais dans le cas où vous êtes deux, de 3 sociétés. Donc il y a des immatriculations, il y a des choses où vous multipliez tout par 3, que ce soit en coût de création, mais aussi en coût de maintien au quotidien, avec le maintien de la comptabilité, l'alias fiscal, les déclarations, etc. etc. Donc d'un côté, ça vous apporte des avantages qui sont considérables, de l'autre, vous avez quelques inconvénients administratifs. Donc à vous de jauger. Honnêtement, moi, mon cœur balance très fortement sur l'entente et l'équité entre les associés versus le surplus d'administratif que vous avez, qui lui va largement être épongé par ce que ça va vous apporter au quotidien en termes de sérénité. Donc c'est un peu ça les inconvénients. Bien sûr, il faudra mettre en place des conventions. Rapprochez-vous d'autres cabinets comptables qui vous aiguillera, à mon avis, mieux que moi là-dessus. Convention d'animation, convention de prestation, convention de trésor, est-ce qu'il faut remonter le même montant, etc., etc. Ne pas être qualifié derrière en salaire, parce que sinon la remontée d'argent entre la société fille et la holding peut être considérée en salaire, et dans ce cas-là, vous passez par la case charge sociale. Donc faites-vous bien accompagner là-dessus. Il ne faut pas que le seul avantage de la création de la holding, ce soit d'échapper à l'impôt. Mais comme toujours, si on arrive à justifier la création des holdings justement par l'intérêt d'équité entre les associés, par la disparité de train de vie des associés, ça peut être un élément qui justifie la création des holdings, plutôt que de dire derrière « Ah oui, j'ai juste passé ça pour éviter d'avoir des charges sociales sur la remontée d'argent ». De toute façon, les charges sociales, vous les payez in fine derrière quand vous versez dans votre poche. Donc faites-vous bien accompagner là-dessus. Il y a beaucoup de monde qui fait ça. Si c'était illégal, on le saurait. Il y a des avantages aussi derrière, et je peux vous en parler à titre personnel de mon retour d'expérience. On a créé la société d'exploitation il y a 10 ans, 2014, il y a plus de 10 ans, maintenant il y a 11 ans. Un an après, on a créé chacun une holding qui détenait
ces holdings-là détenaient chacune 33%, un tiers de la société d'exploitation. 8 ans après, j'ai revendu ma partie, donc les 33 un tiers. Donc déjà, ça a facilité vachement les choses d'avoir une holding pour la paperasse de revente, mais surtout, j'ai bénéficié d'avantages très très intéressants sur l'IS que j'ai dû payer sur la plus-value. Au moment où j'ai créé ma holding, la société, les 33% des parts que j'avais valait, je sais pas moi, 10 000 euros. Quand j'ai revendu, ça valait 100 000. Je dis n'importe quoi, c'est pas du tout ces chiffres-là. Eh bien, il y a une plus-value qui est faite de 90 000 euros. Donc, soit vous payez de l'IS sur les 90 000 euros, soit vous avez un régime favorable sur détention longue de parts sociales par une société. Et dans ce cas-là, vous avez un régime, si je dis pas de bêtises, vous réintégrez seulement 12%. Vérifiez, hein, je suis pas un expert là-dessus, encore une fois, je le redis, allez voir un avocat fiscaliste. Je crois que vous réintégrez seulement 12% ou 18%, je sais plus, de la plus-value que vous faites sur la différence entre la valeur des parts au moment où vous avez créé la holding et la valeur des parts au moment où vous revendez vos parts. Vous réintégrez qu'une cote-part seulement de l'IS, et donc après vous payez votre IS au taux classique. Et ça fait quand même plaisir de pas avoir un taux plein. Après, si vous détenez les parts sociales en propre, il y a le barème progressif, il y a des choses, etc. C'est pas forcément moins ou plus intéressant. Donc la partie fiscale, en tout cas, c'est pas ce que je veux retenir de cette vidéo. Ce que je veux vraiment retenir, c'est l'équité et l'égalité entre les salariés. Nous, ça nous a évité des problèmes. À la base, on n'avait pas créé la holding pour ça. On avait créé la holding parce qu'on avait notre société d'exploitation, donc on avait créé en propre. Et on a eu l'idée, un an après avoir créé la première société commerciale, de créer une deuxième société qui allait être une start-up. Et donc on avait pour vocation de lever des fonds. On voulait digitaliser notre domaine, créer une plateforme de formation sur les logiciels de gestion. Bref, certainement trop tôt, ça aurait plus fonctionné maintenant qu'à l'époque, peu importe. Et donc on a créé une holding parce que notre avocat fiscaliste à l'époque nous a dit, si vous voulez faire une levée de fonds, c'est mieux que la société soit détenue par des holdings plutôt que vous soyez en propre à l'intérieur. Il y a de fortes chances que le VC, le capital venture, le fonds d'investissement, vous demande de toute façon de créer une holding derrière. Donc il faudra le faire tôt ou tard. Faites-le tout de suite au moment de la constitution de la société, vous serez tranquille. Et donc pour cette nouvelle société, on a tout de suite créé la société. C'est plus simple de le faire tout de suite d'ailleurs, ça vous évite d'avoir un commissaire aux apports, etc., faire une valorisation. Bref, c'est galère si vous le faites pas tout de suite. Donc on l'a fait tout de suite pour cette nouvelle société et on s'est dit, bah tant qu'à faire, on a déjà cette société commerciale, on va tout recliner bien à plat, et on a, au même moment qu'on a créé cette nouvelle société, on a fait une valorisation des parts de la société pour remonter en fait, avec un commissaire aux apports, pour remonter les parts dans une holding chacun, qu'on détenait, chaque personne détenait à 100% les holdings, et cette même holding détenait 33% un tiers des sociétés d'exploitation. Donc pour une société qui existait déjà, on l'a fait après coup, donc on a eu des frais qu'on n'aurait pas eu si on l'avait fait tout de suite, et pour l'autre société, on l'a fait au moment de la constitution, donc les frais ont été réduits, parce qu'on parlait des inconvénients, donc on a des frais de constitution qui seront plus élevés si vous créez vos holdings après que la société ait déjà été créée en nom propre. Donc tant qu'à faire, si vous avez des grandes ambitions pour l'entreprise, vous avez déjà un peu d'investissement à la base pour payer les frais d'avocat, les frais d'expert comptable, de publication, etc., faites-le tout de suite, si vous avez prévu d'avoir des salariés, potentiellement de faire des levées de fonds, faites-le au moment de la création, ça vous évitera de le refaire plus tard, de devoir faire une valo, un commissaire aux apports, etc. En plus, à l'époque, nous on se tapait les commissaires aux comptes, parce qu'à l'époque, ça s'est assoupli depuis, eh bien on héritait des commissaires aux comptes dès lors qu'une société était elle-même détenue par d'autres sociétés. Maintenant c'est fini, ça, vous avez les mêmes barèmes, donc regardez les barèmes, pareil, faites appel à votre avocat fiscaliste, il vous donnera des bons conseils là-dessus. Donc en tout cas, ce que je retiens de la création d'une holding par associé, c'est la sérénité au quotidien. Je l'ai suffisamment dit dans cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle capsule business. On parlera très certainement de marketing après avoir parlé un petit peu finance, constitution, juridique, etc. dans la vidéo du jour. À bientôt!